Bonjour à tous, ça y est, il est 11 heures passé de quelques minutes. Nous sommes mardi, nous attaquons la troisième semaine de Confine Live, la quatrième semaine de confinement. Alors c'est maintenant que ça va commencer à être un peu plus difficile et qu'on risque de rentrer dans le dur. Vous inquiétez pas, nous on va être là pour vous divertir et on va continuer encore quelques jours, tous les rendez-vous étant évidemment à 11 heures comme d'habitude. C'est une émission à consonance italienne, donc c'est l'émission numéro 14. Donc bon, m'en voulez pas, un Alsacien qui parle italien, ça sera jamais la bonne recette, mais en tout cas, on va essayer de faire notre mieux. À mes côtés, Mathieu Anne, qui va co-présenter l'émission avec moi et s'occuper de l'invité que tu vas nous présenter. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric et bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, c'est un réel honneur chez Confine Live. On a eu des beaux invités depuis 3 semaines, mais aujourd'hui, c'était une émission un peu spéciale. Il est tout seul face à nous. On va pouvoir le charcuter un petit peu. C'est monsieur Andrea Adamo. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors, moi, j'essaie aussi de dire 14. Je ne sais pas si c'est la façon Bravo. que tu as dit. 14 Bravo, en merci italien. Andrea. 14, très bien. C'est pas c'est un 14 aussi bien. C'est très bien, c'est très bien. Merci Andrea. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, aujourd'hui, c'est un personnage fort du sport automobile mondial qui nous accueille avec un parcours plutôt éloquent et un passionné comme il n'en existe plus beaucoup. Et excusez du peu, il est un peu champion du monde depuis l'année dernière. Mais aujourd'hui, on s'est dit que pour le décrire, la façon la plus simple de bien le représenter, ça serait que c'est son équipe vous le présente en quelques mots. On vous présente une petite vidéo et c'est ses équipiers et ses collègues qui vont le présenter. En 3 mots. Authentique, réactif et efficace. Andrea Adamo, bold Italian boss. Loyal, ambitieux, naturel. Je le décris comme une pizza avec dessus une salami bien gras, un bon dosage de chili pour la rendre assez piquant et là-dessus pour finir une bonne mozzarella pour la rendre très délicieuse et agréable. Bonne journée patron. Bon, du coup, est-ce que c'est juste, Andrea? Est-ce qu'ils t'ont bien résumé? Ouais, je pense que la connexion entre moi et la pizza, il rend bien honneur à mon côté italien, que c'est très évident, je pense. Et mon sang latin, il sort toujours. J'essaie de gérer cet côté latin le plus, mais c'est difficile, surtout quand je suis un peu de sous tension. Mais je pense que qu'est-ce qu'il a dit Danos, je me ressens, c'est vrai. Moi, je suis toujours moi-même. Quand je travaille dans les motosports, je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'un autre parce que je pense que c'est plus difficile et je n'ai pas d'énergie pour gérer aussi moi. Je suis toujours pour moi. Ok, Andrea, alors parle-nous un petit peu. Donc, on sait que tu es en Allemagne, confiné comme tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Comment ça va, tout simplement? Comment ça va? Je suis désolé de dire que ça va bien dans certains côtés, parce qu'ici en Allemagne, la situation c'est un peu différente. Moi, j'habite dans la Bavière et j'habite dans un petit village dans la colline, dans les collines ici. Et nous, on peut sortir, au moins qu'on est tout seul. Moi, je suis tout seul, alors c'est parfait. Et on peut faire des sports, on peut faire, moi je fais des vélos, je fais beaucoup de promenades. La petite ville dans c'est plus facile, bien sûr, à gérer que d'habiter dans des centres de Turin, pour dire, dans lesquels moi, je dois être confiné dans mon habitation. Ici, la vie, c'est un peu plus facile. Ok. Ça, c'est une chose plus différente. D'accord. Alors, bon, moi, je sais, les Allemands sont pas très forts avec le ristretto, ils savent pas trop faire, ils savent très bien faire le cappuccino, par contre. Alors, est-ce que tu en bois beaucoup? Non, honnêtement, ça fait 6 ans que j'habite en Allemagne.
je changeais mon hab. Moi, chez moi, j'ai mon moka, vous savez, la cafetière italienne, laquelle avec la. Oui, moi, je fais avec la mocassa. Et je te dis que j'ai plus l'hab de boire les ristretto parce que pour moi, il est devenu trop fort. Et voilà. Et j'ai mon copain qui me rigole beaucoup les fois que je suis en Italie, de temps en temps, on va dîner, on va manger ensemble. À la fin de la dîner ou de le déjeuner, moi, normalement, je commande un cappuccino et tout le monde, il est étonné parce que tu sais, un Italien qui prend un cappuccino à la fin, c'est un peu quelque chose d'étonnant. Et tout le monde, il m'appelle maintenant l'Allemand parce que c'est comme ça. Mais moi, je n'arrive plus à boire un ristretto. Bah, c'est trop fort. C'est trop fort. Je te dis, quand je suis retourné après quelques mois en Italie, je suis allé dans les bars. Tu sais, les Italiens, ils ont les bars d'habitude parce que normalement, les personnes, les psychologistes, pour faire des choses en Italie, tu as les barman avec lesquels tu dis toutes ton chose, non? Et j'ai aussi mon ami et je fais la commande d'un espresso, je pris un petit croissant. Et quand je goûtais l'espresso, je dis, qu'est-ce qui passe? Il est trop fort, tu as changé. Tu as goûté? Je dis, non, c'est le même. Je dis, alors écoute, c'est moi que j'ai changé mon DNA et je suis devenu allemand parce que je n'arrive plus à boire les espressos. Et voilà. Et 6 ans que pratiquement, je ne prends plus. La passion dans le café, c'est juste exceptionnel. Mathieu, c'est à toi. Ouais, André, on a une petite question. On sait que tu as une autre passion après le café, c'est les maquettes de voitures. On m'a dit, mon petit doigt m'a dit que même quand tu es débordé de travail, tu pouvais passer des nuits entières à construire et à travailler sur tes petites voitures. Est-ce que la période de confinement, du coup, te laisse plus de temps? Est-ce que tu as construit des nouveaux modèles dernièrement? Ouais, normalement, ouais, ça, c'est vraiment mon passion. Mon femme, il me disait quand moi j'avais quelques soucis dans la tête parce que je faisais les belles voitures dans la journée et les petites voitures dans la soirée pour se réduire la tension. Et je dois dire que dans cette journée, je passe les soirées à monter un peu de voiture. Je suis maintenant que je fais les voitures les F1 des années 80. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais les maquettes. Je suis maintenant que je fais la McLaren des 84 de Prost et Lauda. Je terminais en Renault 82 de Prost. En avant, j'avais fait la Brabham PT 52 de Piquet de le 83. Et voilà, je suis dans les années 80. Peut-être que je fais ça pour penser que je suis plus jeune, non? Je retourne dans mon début de la passion. Et bah, tu vois, tu fais une transition parfaite. On a parlé on a vu à quel point tu pouvais être un passionné. On l'a dit, tu nous l'as prouvé. On s'est dit qu'on allait présenter un petit peu ton parcours. Et là, comme tout à l'heure, on s'est dit qu'il y avait une personne qui pourrait parler de ton parcours mieux que nous. Et ben, on te laisse regarder cette petite vidéo et cette petite surprise. Bonjour, je vous remercie d'avoir donné cette opportunité de dire ciao à mon ami Andrea. J'ai commencé à travailler avec lui avec la 555 de DTM. Il a terminé les Polytechniques de Turin avec une thèse de lauréat sur cette voiture, sur l'aérodynamique de cette voiture. Après, il a travaillé avec Nordauto comme ingénieur de la ligne, etc., etc. En 2001, avec la jonction de Abarth et Nordauto et la naissance de N-Technology, j'ai eu la chance de le retrouver et de lui donner ma place comme responsable du développement et conception voiture de course. Je travaillais ensemble jusqu'à mon retraite en 2005, avec une grosse satisfaction. Et je suis très content des résultats de 2019. Dommage que c'était avec une voiture pas italienne. C'est dommage. En tout cas, ciao Andrea. Voilà, Andrea, c'était un message de Sergio Limone. Voilà, je pense que c'est quelqu'un à qui, de ce qu'on a pu comprendre, à qui tu dois beaucoup. Ouais, merci pour ça surtout. Je passais en soirée avec Sergio, je pense que c'était janvier.
Et c'est une personne à laquelle oui, c'est à côté, on a parti à travailler, c'était les 94. Et après, on est resté beaucoup de ans, plus ou moins à côté, surtout les derniers 5-6 ans, on a travaillé beaucoup à côté. Et pour moi, lui, c'est toujours les mecs de référence. Non? Moi, comme on disait en avant, dans les années 80, pour moi, c'était au début la 037, la voiture de mon rêve. Je me souviens que c'était Sergio qui l'avait conçu. Et moi, c'est-à-dire une chose importante, j'ai toujours pas mon rêve, mon target, c'est de devenir un ingénieur de les voitures de compétition. Et bien sûr, Sergio, dans cette année-là, c'était mon référence parce que les rallyes, c'était surtout la spécialité dans laquelle j'étais plus à côté, fais-moi dire. Dans mon région, moi je suis né à Cuneo, il y avait beaucoup de rallyes. Après, bien sûr, on était à côté de Monte Carlo, San Remo, et voilà. Et par hasard, avec Sergio, on a travaillé surtout sur voitures de la piste. Ça, c'était la vie. La vie, c'est quoi? Il te donne des choses qui ne sont pas comme tu les planifies. Et moi, Sergio. Allez, on te laisse finir. Oui, alors voilà, nous, on voulait faire un bond en arrière encore plus loin. Alors, c'est les années 80, notamment la 037 que tu évoques, mais on voulait parler de ces années italiennes où vous avez connu, c'est vraiment les moments les plus forts, je pense, des rallyes en Italie. Vous êtes la pire interview que je fais parce que c'était celle que vous me faites plus émotionner. Vous savez, moi, je suis toujours le mec carré, dur comme ça. Et j'ai une expression française que je connais, mais je ne dis pas parce que je sais que ce n'est pas très, très correct à dire, on peut dire. En France, on sait trouver les points faibles, hein, surtout chez les Italiens. C'est notre passion à nous. Mais merci beaucoup en tout cas. On a voulu te toucher un petit peu avec de l'émotion et on est bien content d'avoir réussi notre petit coup. Voilà, allez, on va parler de ces belles années italiennes. Miki Biazione, il arrive sur le championnat italien avec l'Opel Ascona 400. Alors vous voyez, j'ai une petite photo de mes archives personnelles où je l'ai rencontré, c'était en 92 cette année-là. Miki Biazione, c'est l'Opel Ascona 400 d'abord en Italie, hein, les années 80, et puis ensuite il explose avec la 037. Avec de beaux résultats en 83, 84, 85, il gagne l'Argentine, etc., etc. Champion du monde 88 et 89. Miki Biazione, c'est celui. Alors, il y a eu Sandro Munari, hein, il faut le dire, avec la Stratos, mais Miki Biazione, dans la nouvelle génération de rallye, et les groupes B notamment, il vous a fait vibrer un peu. Hein. Bah, écoute, bien sûr, cette année-là, c'était pour moi au tout début de mon involvement dans les rallyes. C'était un petit jeune que je nettoyais les pare-brises, changeais un peu la roue derrière, on peut dire. Mais là, moi, la personne de référence de cette année-là, il peut être étonnant pour vous entendre, mais c'était Tiziano Siviero. Tiziano, c'est pour moi la personne plus intelligente dans le monde de... Le copilote, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était le copilote. Oui, pardon, les copilotes. Et c'était la personne dans laquelle j'ai appris beaucoup. Seulement à voir son façon de faire, son détermination. On se parle encore, bien sûr. Certaines fois, on s'appelle. C'est une de les personnes plus intelligentes que j'ai connues. Et je pense que aussi, qu'est-ce qu'il a gagné la Lancia de ces jours-là, c'était beaucoup à lui parce que c'est un mec qui avait beaucoup d'idées, beaucoup des inventions, beaucoup de façons de faire et une volonté de gagner étonnant. C'est un mec ensemble tous les deux, même de 87 à 91, je crois qu'ils font presque 30 rallyes de mondial ensemble. C'est 18 victoires, c'est 25 podiums, je crois, sur les 30 courses. Hein. Mais bon, évidemment, Sébastien Loeb derrière a écrasé toutes ces statistiques, mais Miki Biazione et Tiziano, c'était vraiment, ils écrasaient le monde du rallye là, à cette époque-là. Ouais, on va dire aussi, parce qu'on va être honnête dans la vie,
c'était l'année dans laquelle, un peu comme Citroën par hasard, Lancia, il était dessus à tous les autres. À niveau d'organisation, dans les 87. Mais là, ça aussi permet moi de dire une chose que j'essayais de comprendre de moi. Lancia, c'était très fort côté politique. Quand on a vu la tragédie en Corse, Fiorio, il était capable, bien sûr, de pleurer, mais d'être vite à trouver la réaction et côté politique d'arriver à changer les règlements pendant la nuit pratiquement. Parce que lui, il savait un peu, on est sûr que Lancia, il avait la voiture aussi pour les groupes A, parce que la Delta HF et 4WD, il était là. Et pour moi, là, c'était toujours la politique top gérée dans les Italiens. Il y avait déjà le souci du détail. Ouais. Et honnêtement, qu'est-ce qu'il avait la Lancia, et c'est une chose que c'était une grande leçon, d'être capable de voir en avant. Et ça aussi, avec beaucoup de voyages avec Sergio, on a parlé, on a discuté de ça, et c'est vrai. Ok. Alors, on finit un petit peu, on réduit. Ils sont partis toujours à faire intégrateur. Ok, excuse-moi, j'ai pas toujours le retour du son, mais voilà, je veux pas forcément tout le temps chercher à te couper. Sur la fin de période, 91-93, Mickey Biazione, donc il est double champion du monde, il passe chez Ford, et puis là, on ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a plus de victoire, il n'arrivera jamais à faire mieux que deuxième, mais bon, voilà, on perd. Et puis alors, pour continuer justement avec l'Italie, il y a un autre qui arrive derrière, c'est Piero Liatti qui va lui aussi encore un peu lever les foules, et notamment sur un ou deux rallyes San Remo qui sont mémorables. On parlera de la victoire au Monte-Carlo en 97 aussi. Mais alors, on continue. Donc, Mickey Biazzone prend sa retraite. C'est Piero Liatti qui prend un peu le relais et qui vous, les fans italiens, vous tient en haleine. Le Piero Liatti, il est tombé dans une écurie qui s'appelait Subaru Pro Drive, dans laquelle il m'écrit avec lui. Et je pense que pour un Italien d'être dans une équipe comme ça, c'était pas toujours facile. Moi, je pense que Piero, il a fait des choses bien avec qu'est-ce qu'il peut le faire. Il a gagné Monte Carlo, et après, moi, je veux pas défendre l'Italie, mais il était en tête dans les rallyes dans lesquels il était, lui, ordonné de passer derrière pour permettre à Mecri de gagner, parce qu'il n'avait plus de chances dans les championnats du monde. C'est des choses que moi, comme chef d'équipe, je ferai aussi demain matin, je devrais faire. Mais bien sûr, Liatti, il a perdu des victoires qu'il avait là. Oui. Peut-être qu'il peut les gagner 2-3 en plus. Le San Remo 97, d'ailleurs, je crois que... Ouais, et je pense aussi 88, dans quelque part, je ne sais pas, c'est San Remo, bien sûr, en Catalogne. Comme pilote, je pense que quand tu te trouves dans une équipe comme ça, aussi à niveau psychique, tu pars déjà d'un côté d'être numéro 2, non? Et voilà. Et après, quand tu passes avec cette approche, c'est difficile. Alors, je voudrais, j'espère que ta mémoire va très vite refaire surface. Le Monte Carlo, le San Remo 1996. Il n'y a pas eu de Monte Carlo, il n'y a pas eu de Tour de Corse, donc on était un petit peu en manque de rallye. Et le San Remo, c'est tout simplement la première spéciale annulée parce qu'il y a trop de monde. En fait, je pense que c'était vraiment une grosse affluence. Et puis, cette deuxième spéciale, 47 km. Alors, très peu vont s'en souvenir, mais on a 3 Italiens devant et ce n'est pas ce qu'on attend. Donc, il y a Andrea Dallavilla, Gilberto Pianezzola, tous les deux avec des Celica GT Four, et Andrea Navarra. Alors, Andrea Navarra, moi, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Mais voilà, là, l'Italie est en train d'exploser. Les Sainz, Macrae, ils sont tous derrière. Est-ce que tu te souviens là, de ce San Remo-là en particulier? Oui, mais aussi, on va être réalistique, non? Parce que si nous voulons faire des rêves, on fait des rêves. Mais si tu vas voir les numéros de départ, sur des spéciales qui avaient beaucoup de
des poussières à nettoyer. Il avait le numéro 21, 22, 23, 24, quelque chose comme ça. L'italienne, je pense que ces spéciales-là, il peut les faire aussi sans copilote, parce que je pense qu'il avait quelques jolis souvenirs de comme la route il déroulait. Avec un route. Alors, bravo, une chose comme ça. On va être, la vérité, il a fait son boulot. Après, effectivement, quand le rallye s'est déroulé, les Italiens, ils sont tombés derrière. Ah oui, c'est joli d'avoir des jolis souvenirs, non? Mais moi, je dis toujours qu'on va dire les choses totales. Parce que l'histoire, c'est important. Ta souvenir total de l'histoire. Parce que sinon, tu vas tromper et tu fais des erreurs aussi. Moi, je suis tout à fait très honnête avec mon boulot, mais avec l'histoire aussi. Mais moi, en fait, je suis venu sur ce rallye San Remo avec des amis italiens. Donc, j'ai vécu vraiment à l'intérieur. Enfin, c'était l'euphorie, c'était incroyable. Je crois même Andreucci fait un meilleur temps avec la 306 Kit Car, toujours devant ses mêmes concurrents. Hein. Je crois que c'est très rapidement le S3 ou la 4, je ne me souviens plus. Mais en fait, les Italiens sont tombés de surprise en surprise. Et puis, j'ai adoré, évidemment. Tout est rentré dans l'ordre à la fin du rallye. Mais on voulait faire un petit clin d'œil sur cette Italie qui se lève. Voilà, il y aura encore le Monte-Carlo 97 avec Liatti. Voilà. Bon, Mathieu, je te laisse un petit peu de place quand même. J'ai voulu évoquer avec Andrea un peu de mémoire. Alors moi, vous ne m'en voudrez pas, hein, mais j'étais très petit. Hein. Ouais, moi j'étais assez jeune. M'en voulez pas, mais j'étais assez jeune. Moins petit. J'ai quand même une question en lien avec ça. Alors, via toi, Eric, mais via Andrea, et forcément que j'ai moi aussi un petit peu de souvenirs. Mais le San Remo, on a l'impression vraiment que ça manque. Et moi, j'avais une question, Andrea, toi, déjà en tant qu'Italien, mais aussi en tant que team principal d'une équipe en WRC, est-ce que ça te manque pas le San Remo entre nous, il n'y a personne qui nous regarde. Voilà, un retour du rallye d'Italie à San Remo, ça serait quand même quelque chose de grand, non? Mathieu, aujourd'hui, tu me veux faire émotionner et dire des choses que... Il va pleurer. Andrea va pleurer bien. Non, je ne pleure pas, mais je pleurais trop dans mon vie. Et pour moi, ils sont deux rallyes dans le monde dans lesquels mon cœur il est très connecté. Ils sont Monte-Carlo. San Remo, j'aimerais bien de suivre les rallyes à la radio. Quand je fais les rallyes la première fois, c'était émotionnel pour moi. Les changements de setup, le départ. La première fois que mon père est né en rallye important, c'était avoir les vérifications techniques avant la course. Ce jour-là, c'était vraiment un processus. Les pilotes, l'équipe. Et c'était les 85. Moi, j'avais l'autographe de Toivonen, de Mickey, de tous les pilotes là. Je me reviens de voir cette voiture la première fois à côté. J'avais 14 ans, c'était émotionnel. San Remo, c'était toujours un rêve pour moi. Et quand on a gagné avec la Photo Super 2000 dans les 2016, pour moi, c'était vraiment émotionnel. Parce que aussi, s'il était plus champion, voilà, c'était toujours les San Remo. Pour moi, d'aller à San Remo, c'était toujours quelque chose d'important. Et je me permettre de dire... Vas-y. Est-ce qu'on peut espérer le retour du San Remo? On quitte la Sardaigne et on revient sur le San Remo. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable aujourd'hui? Alors, moi, tu sais, c'est un peu comme les films de James Bond. Never say never again. Mais si on va voir réellement la situation comme il est aujourd'hui, je pense que c'est très difficile parce que les rêves, c'est de faire un rallye asphalte, terre, voilà, d'aller en Toscane. On perd un petit peu Andrea, on a perdu un petit peu la connexion. Commencer de faire penser de faire des spéciales dans la Riviera. Oui. Comme il est, c'est difficile. Après, je ne sais pas si vous savez, mais après les grands soucis météo qu'il a vus avec la pluie, beaucoup de routes ils sont tombées
il ressemble que l'administration locale, il n'a pas réglé la situation. Il a des petits villages qui sont encore toujours isolés. Ok, Fais-moi c'est dire, compliqué. difficile que dans les prochaines années. Ok, alors on a quelques petites coupures, on n'entend pas toujours tout, mais on comprend très bien ce que tu nous as expliqué avec l'arrière-pays italien qui est encore un petit peu endommagé par les intempéries. Alors, Andrea, on va faire un petit jeu, c'est notre spécialité, on arrive à trouver, on remonte en 97, la spéciale du col du Turini, le meilleur temps, il est pour Piero Liatti. D'un côté, les Italiens... Mickey Biasion, 22 secondes. Oui, alors... J'étais là. Désolé, ouais, on a un petit peu de mal, mais bon, voilà. Tu as compris le concept. Alors, en fait, à l'époque, on se lançait les boules de neige, hein, ça, tu te souviens. Les Français lançaient vers les Italiens renvoyaient les boules de neige. Des fois, il y avait un petit peu de cailloux aussi avec, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Et voilà. Donc, le jeu, on a chacun 2 boules de neige. Moi j'étais là. 87, moi, j'étais là avec mon père. Ah, voilà. Eh ben, moi, j'étais de l'autre côté. Voilà. Donc... le jeu, c'est de lancer une boule vers l'Italien que tu es. Et j'ai envie de te dire, pour essayer de te toucher, évidemment, pourquoi vous, les Italiens, vous avez ce double langage et avec la voix et avec les mains? Allez, tu n'as pas besoin de développer, mais tu as le droit de renvoyer une boule pour nous attaquer, nous, les Français. Non, je n'ai rien attaqué. Moi, je pense... Ok, bon. C'était toujours la guerre. Je ne sais pas pourquoi, non? Tu sais, la Lancia, après on est tombé Lancia contre Peugeot, et voilà, c'était toujours la guerre. Bon, ok. Moi, je ne sais pas si tu es passionné de football aussi, mais donc en fait, je lance ma 2e boule de neige et je me dis, avec Jean-Pierre Papin et à Milan, Zinedine Zidane à la Juventus, vous aviez toujours besoin d'un Français pour gagner. Hein. N'oublie pas Platini à la Juventus. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai oublié. On aura remarqué le fair play des Italiens. On aura remarqué le fair play des Italiens. Bon, merci à Andrea pour ce petit jeu. On a remarqué, les Italiens sont très beaux joueurs. C'est une mauvaise idée qu'on a, nous, en France, du coup. Je vais me permettre, moi, de rebondir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire le bilan global, en fait, pour pas mentir aux gens et être honnête. C'est ce que tu as dit. Du coup, on va être honnête et on va se dire que depuis 2000, il n'y a eu que deux podiums avec Gigi Galli en WRC. Il n'y a eu que deux podiums italiens en WRC depuis 2000. On voulait avoir un petit peu ton avis, toi, sur cette filière italienne qui, nous, de l'autre côté des Alpes, on a l'impression que quand va arriver le prochain italien? Est-ce que tu t'y jettes un œil? Est-ce que tu es un petit peu au courant de qu'est-ce qui a manqué un petit peu en Italie pour avoir un top pilote, alors qu'on sait que c'est un pays qui est fan de rallye? Moi, je te répondrai en façon très honnête. Je pense qu'après cette réponse, mon passeport italien il sera brûlé. La vérité, c'est qu'en France, il y a une organisation qui s'appelle FFSA, qui a organisé les choses en façon très bien. Et en Italie, il manque totalement une organisation comme ça, qui a fait les choses bien faites comme il était fait en France. Voilà, je ne sais pas si moi je pourrai retourner en Italie, mais moi je dis toujours la vérité. Merci, Andrea. Andrea, alors justement, c'est bien de parler de la filière. La FIA travaille sur un projet avec une détection dans chaque continent, etc. Bon, on m'a expliqué un petit peu comment que ça allait se passer. Je pense que c'est sur 2 ou 3 ans. La 3e année, c'est vraiment une saison payée pour le vainqueur. Il y a ce côté aussi digital où on veut sélectionner des pilotes avec des jeux vidéo. Alors, bon, tu nous donneras peut-être ton avis. Mais toi, le patron de Hyundai Motorsport, est-ce que c'est quelque chose que tu vas regarder avec un œil averti pour voir s'il y a quelque chose à sortir de là? Alors, il ne sera peut-être pas italien, mais est-ce que c'est une bonne chose, là, cette détection FIA? C'est une bonne chose parce que au moins, la FIA, ils ont changé beaucoup et ils partent à faire quelque chose. Tu vas considérer que si tu ne fais rien, c'est facile d'avoir pas personne qui va
à dire que les choses que tu fais ne sont pas bien. La FIA, avec Jérôme Roussel, ils sont partis à faire une chose très intéressante. Bien sûr, comme toutes les choses, il y aura des choses qui peuvent être améliorées, des choses qui seront bien. Mais c'est la première fois que quelqu'un donne un FIA, il a dit, bon, on met les quiz dans la table et on part à faire des choses. Parce que sinon, personne ne part à faire. Et moi, j'ai très apprécié le travail de Yves Maton et de Jérôme Roussel parce que finalement, il y a quelqu'un qui est vraiment, il travaille dur, vraiment, il a des idées, vraiment, il va essayer de faire des choses. Et pour moi, fais-moi dire, la nouvelle FIA, c'est très bien. Moi, je pense que c'était les mecs qui, à Genève, il avait son photo dans les bureaux avec, je ne sais pas vous dire en français, mais Les fléchettes. je travaille maintenant vraiment bien, voilà, les fléchettes. Je travaille vraiment bien avec la nouvelle façon parce que finalement, on se parle beaucoup, on va échanger d'opinions, d'avis. Et qu'est-ce que Jérôme Roussel, avec le département de Rallye de la FIA, il est maintenant qui fait, c'est quelque chose que moi, je peux dire tranquillement un chapeau. Et dans la façon qu'il peut faire, Hyundai sera à côté pour aider et voir qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que pour moi, finalement, on essaye vraiment de faire quelque chose pour aussi élargir les plateformes les plateaux de rallye dans le monde. On parle d'avoir un Chinois, un pilote américain. Et pour moi, ça, c'est très important. Ok. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, avec Pierre-Louis Loubet qui arrive dans le team dans les prochains mois? Est-ce que ça ressemble un petit peu à la détection Toyota avec Katsuta? Est-ce qu'on peut un peu partir sur cette même idée? Alors, Pierre-Louis Loubet, il y a un grand souci. C'est un problème grand que lui a. C'est que moi, je travaillais avec son père. Et alors, il me fait plus vieux. Et ça, c'est un grand souci. Je dis à lui que... Là, vous parlez en italien tous les deux, alors. Hein? Ouais, ça, c'est facile. Non, moi, je pense que les mérites, ils doivent être donnés à qui a les mérites. Katsuta, c'est un programme payé par Toyota. Et les programmes de Pierre-Louis, c'est payé par son sponsor et pour la Fédération française, qu'il a vraiment fait une chose très bien. Il arrivait vraiment à mener un jeune pilote dans son carrière de R5 et voilà, finalement avec la WRC. Toyota, il paye les programmes de Katsuta pratiquement. Hyundai ne paye pas les programmes de Pierre-Louis. Mais Hyundai, il fera tout ce qu'il peut faire pour supporter et moi, je suis en première ligne pour faire quelque chose de bien avec lui. Du coup, Andrea, on a compris que tu pourrais plus retourner en Italie après le confinement, mais tu es bienvenu en France, du coup. Tu as bien parlé de la FFSA, donc tu pourras venir en France. Hein. Du coup, on va rebondir un petit peu sur le championnat de France. Moi, j'ai besoin d'améliorer mon français. D'accord. J'avais une petite question. En plus de votre programme en WRC2 avec Nicolas Griazine et Ole Christian Weiby, on a vu que vous étiez impliqué dans pas mal de programmes nationaux, que ce soit en Belgique, en Espagne, au Portugal. Pourquoi vous n'êtes pas encore représenté dans le plus gros championnat européen national qui est le France? Écoute, Oui, on t'entend. Pas de problème. Quand on aura en France, ça fait les championnats seulement pour dire il n'est pas vite, il ne peut pas gagner. Et là, on a fait quelque chose avec l'équipe avec Bouffier, mais avec l'argent qu'il avait, je pense que l'équipe, il a fait des miracles.
Et les miracles, ils passent une fois pour la vie et ils ne peuvent pas retourner toujours. Moi, j'ai vraiment mon rêve de gagner le championnat de France. Vous pouvez comprendre pourquoi. Pour l'ancienne guerre de neige, il y a une chose que j'ai encore là. Moi, je veux lancer un bout de neige dans les 2021 et je veux faire ça pour gagner, pas pour être là seulement à rouler. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la Hyundai R5, bon, face au C3 R5, tu l'as dit, au Polo, au Skoda, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que ça vous met un petit peu de pression là, dans le team et va-t-il y avoir des évolutions ou carrément une nouvelle voiture pour 2021? Alors, écoute, je ferai une longue histoire courte. La voiture, il est né 8 mois. Et quand tu fais un petit enfant en 8 mois, c'est la nécessité de faire 9. Après, tu as des soucis, non? Essayer de rattraper, mais qu'on a des limites. Mais je pense qu'avec toutes les limites, tout ce qu'on a il est au début, on a fait aussi de jolies choses. On a gagné des championnats. On a essayé de de la façon plus possible. Nous, on travaille là et j'espère que toutes les leçons qu'on a apprises dans cette année permettent à nous d'avoir une voiture top. Ok, ben en tout cas, merci pour l'information. Donc, on vous attend à bras ouverts en 2021 avec une équipe officielle. Je crois qu'on pourra parler de ça comme ça. Hein. Merci. Ouais. Mathieu, les boules de neige pour être... non, Eric, tu avais une petite question sur l'histoire entre, encore une fois, la France et l'Italien avec les Sébastien et Andrea. Je crois que tu as une petite question là-dessus, Eric. Ah oui, alors bon, je vais vous laisser, tu as raison Mathieu de le rappeler. Alors en France, pour aller vite, il fallait s'appeler Sébastien. Hein. Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Sébastien Domerdiche. Bon, peut-être tu ne connais pas Domerdiche, c'est pas grave. En Italie, il y a eu Andrea Dallavilla, Andrea Ghini, Andrea Adamo, hein, qui remporte un titre. Moi, j'aimerais parler d'un autre Andrea. Il n'est pas trop italien, même s'il a la belle gueule et tout ce qu'il faut pour le pays. C'est Andrea Mikkelsen. Alors, on est des passionnés. Est-il toujours sous contrat avec Hyundai et pourquoi aujourd'hui on l'a vu se bagarrer au 10e avec Sébastien Ogier à l'époque de la S2000. Pourquoi, enfin, quelle est ton explication qu'il n'a pas réussi à suivre cette évolution voilà. Un petit mot sur Andrea. Bah, écoute, Andreas, c'est pas Andreas, c'est Andreas. C'est vrai. Il n'est pas dessus contrat Hyundai maintenant. Son contrat, il est terminé à décembre 2019. Moi, pourquoi il a pas suivi la même évolution de les autres, je ne sais pas. Je pense qu'Andrea, c'est un mec vite. Seulement qu'il se trouve dans une situation de championnat du monde maintenant, dans laquelle, pour moi, il n'y a plus de pilotes vite que de voitures dispo. Et tout est dans la situation que tu ne peux pas avoir 4, 6 voitures parce que tu veux que tous les pilotes potentiellement vite ou un petit peu moins vite, ils gagnent. On ne va pas oublier une chose importante, que les relais aujourd'hui sont changés beaucoup. Tu arrives à avoir une classification finale dans laquelle dans 20 secondes, tu as 3-4 pilotes. Les niveaux, c'est très haut. On gagne des spéciales avec 7, 8 dixièmes. On n'est plus dans les années 80 dans lesquelles tu gagnes des spéciales. Et je pense que des pilotes top, ou être des pilotes top, c'est déjà très différent. Et c'est la différence entre être gagnant ou arriver deuxième, troisième. Ok. Ok, Mathieu, je ne sais pas si tu as encore une question. Sinon, moi, j'ai encore un petit mystère que j'aimerais que Andrea moi, j'avais une petite question que j'aurais voulu poser en début d'émission et on est parti sur autre chose. C'est juste tellement agréable d'écouter Andrea, sa passion et voilà, ses langages avec les mains. C'était agréable. Moi, j'ai une question qui n'est pas forcément personnelle, mais j'aimerais bien avoir une réponse. Alors, j'ai une question et je connais déjà ta réponse en fait. Tu vas me dire, moi, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je te connais, je suis là pour gagner, je ne suis pas là pour me faire des amis. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir quand même, je sais
par mes connaissances qu'un certain Sébastien et un certain Daniel t'apprécient, mais vraiment et sincèrement. Tu peux nous dire aujourd'hui qu'au fond de toi, ça doit quand même faire plaisir leur estime et leur respect aussi rapidement? Les plus difficiles moments que j'ai passés dans mon expérience de chef d'équipe, c'était à Monte Carlo 2019, quand Sébastien Loeb, il est venu chez moi, a posé la question et il m'a dit, chef, quel pneu je monte pour les prochains loops? Alors moi, je me suis Aïe. il a fait 15 jours d'expérience de team principal. Et il y avait un mec qui a gagné, je ne sais pas combien de rallyes de Monte Carlo, de championnats du monde. Il est venu chez moi, un petit Italien immigrant, a posé moi la question, quel pneu je vais monter? Alors, moi, je veux mon vie passer en face à moi, non? Tu sais, quand tu vas voir la mort en face à toi. Parce que je dis, et moi, je réponds, quand connerie, moi, je perdu les respects pour la prochaine de mon vie. Je dis quelque chose là, et je me trompe, je suis mort aussi. Et moi, j'avais Danos et le Seb, il était face à moi, comme dire, dis-nous qu'est-ce qu'on devra faire, non? Danos et le en face à moi, posait la question à moi pour savoir quel Monte Carlo, non? Moi, j'étais un mec qui, à Monte Carlo, la dernière fois, il avait changé des roues arrière des voitures. Et moi, je dis, Andrea, ça, c'est le moment que tu vas montrer que tu t'es. Alors, froid, tu sais, James Bond, froid, je dis, on va monter des pneus slick, un peu là. Après, tu sais, je fais 1, 2, 3 pour attendre. Et Danos, il a dit, bravo, moi aussi, je veux monter ça. Mais lui, il ne voulait pas monter parce que c'est difficile. Et Seb, il m'a dit, putain, tu sais que c'est difficile. Je dis, ah oui, je sais que c'est difficile. C'est pour ça que tu montes dans la voiture et tu vas rouler et moi, je reste ici. Parce que c'était facile, moi aussi, je peux le faire. Non? Après, tu sais, moi, je suis un mec que, comme je dis toujours, j'ai beaucoup de chance dans la vie. En Italie, j'ai un culo così, je dis en Italie. Et la première, c'est arrêté parce qu'il y avait trop de public. Et comme ça, lui, avec Slick, il est passé sur la glace. Et après, il a gagné les 2 spéciales arrière, que c'était plus sèche. Quand il est retourné, il m'a dit, putain, chef, c'était chaud de faire la spéciale avec les Slick sur la première. Je dis, t'inquiète pas, tu peux les passer tranquillement. Et j'avais derrière, tu sais, tout froid dans mon épine dorsale. Et là, c'est ça. Après, moi, je suis un mec que je passe de temps en temps à envoyer des WhatsApp, appeler les mecs pendant la semaine pour savoir comment ils passent. Et j'étais toujours ouvert, non? Moi, je ne suis pas le mec qui va essayer d'être quelqu'un d'autre qui n'est pas. Je suis toujours comme il est. Et je me suis trouvé à rigoler avec, non, c'est facile, mais avec Seb, qui m'a, certaines fois, quand il m'a vu dans les situations un peu de tension, il vient chez moi, il m'a dit, ah, chef, t'inquiète pas, il passe plus. Et quand un mec comme lui, qui a gagné 9 fois le championnat du monde, il est lobe, il vient d'un petit mois dire, Andrea, t'inquiète pas, on passe, c'est important pour moi, non? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect avec les 2 mecs. Moi, je sais que mon petit boulot, comme je dis toujours, un petit Italien émigrant en Allemagne. Du coup, moi, je peux te garantir, pour les connaître un petit peu, que le respect, il est mutuel. Eric, tu avais une dernière petite question, je crois, pour Andrea. Ouais, bravo. Merci, Andrea, pour nous faire passer aussi cette petite émotion comme ça que vous vivez entre vous. J'ai une dernière question. Elle est très, très sérieuse. Toi, l'amoureux, alors l'Italien, amoureux de l'automobile, avec Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pininfarina qui nous a fait les plus belles lignes de crayon sur nos Peugeot 406, 504 coupés. On va te montrer une photo. Il faut que tu nous dises, Andrea, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, écoute, je pense que dans la vie, pour faire des choses belles, tu as besoin de références, des choses orantes. Parce que si tu es belle, tu ne sais pas enfin, qu'est-ce qui est belle et qu'est-ce qui n'est pas belle. Pour avoir quelque chose, tu as besoin aussi de quelque chose qui est moins joli pour faire toi apprécier encore plus les choses jolies. Tu n'as pas un mec comme moi, comme tu peux dire que Brad Pitt, c'est un joli mec. Non, tu sais.
tu penses que moi, je suis un mec joli, mais enfin, tu sais que moi, je ne suis pas joli parce que tu as la référence de Brad Pitt. Voilà, c'est facile. Ok. Merci. Bon, merci beaucoup. Ouais. C'était la petite note d'humour. Mathieu, je te laisse clore malheureusement. Ouais, on va conclure. Passer trop vite. Ouais, on aurait passé des heures et des heures. Franchement, un énorme merci, Andrea, pour ta générosité, Merci. et désolé encore pour penser que c'est vraiment à bas niveau. Non. Désolé. On a tout bien compris. Ton français est très bien. C'était un honneur pour nous et franchement, j'espère que les gens qui nous ont suivis ont passé autant de plaisir que nous à t'écouter comme à chaque fois, en abordant des peu différents. On a essayé de t'apporter un peu d'émotion pour toi avec ce petit message de Sergio notamment, que je remercie, que j'ai découvert hier. J'ai connu hier, donc un grand merci à lui, un grand merci à Jean-Michel Proust qui m'a donné quelques petits tuyaux et qui t'embrasse d'ailleurs, et un grand merci à tous tes pilotes. Mathieu, donc effectivement, 11 heures pour Boy. On va les appeler comme ça. J'ai envie de les appeler comme Guy et Stéphane Lefebvre. Merci à tous de nous avoir suivis et puis bonne suite de confinement. Merci. Salut Andrea. Salut Andrea. Merci pour tout.